Bonjour et bienvenue sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Tout de suite, vos titres en images. Les entrepreneurs monégasques de la CDE rencontrent leur homologue kazakh. Lancement officiel de la 4G en Principauté. Rencontre avec un architecte naval dans le cadre du Monaco Yacht Show. Présentation dans cette édition du système REP7, un outil destiné à limiter les risques de collision avec les grands cétacés en Méditerranée. Et puis un mot de football avec la victoire des Monégasques face au Bastier. On ouvre ce journal avec la 68e Assemblée générale de l'ONU qui se tient actuellement à New York. Alors vous l'avez vu dans nos précédentes éditions, le prince souverain est intervenu à la tribune des Nations Unies. Il était accompagné par José Badia, le conseiller de gouvernement pour les relations extérieures. Il revient sur les temps forts de ce discours. Il est au micro d'Élodie Messager. Je crois que d'abord le prince a souhaité rappeler que cette année est un peu exceptionnelle pour Monaco puisque nous célébrons le 20e anniversaire de notre adhésion à l'ONU. Et dans ce contexte, le prince a fait un discours que je qualifierais de plus engagé peut-être que de coutume. Bon, bien sûr, il a rappelé les actions de la principauté à l'international, il a rappelé son souhait de voir à la principauté participer aux objectifs du millénaire, mais il a défini aussi ses orientations pour les objectifs de développement durable auxquels il tient et les perspectives de 2015. Alors justement, les objectifs du millénaire pour le développement est un des thèmes majeurs du débat. On est plus que jamais proche de l'échéance. Monaco a fait de la réalisation de ces objectifs une de ses priorités internationales. Quels sont les efforts qui ont été accomplis ? Bien, quand on fait le bilan, on s'aperçoit que les objectifs en matière de lutte contre la pauvreté tels qu'ils avaient été définis sont pratiquement atteints. Pas partout malheureusement, mais d'une manière générale c'est assez satisfaisant. C'est certainement le point le plus fort. Il reste à développer d'autres actions et les actions dans le contexte d'une reprise de la croissance, mais dans le contexte de développement durable. Je pense que ce sera l'axe principal de 2015. Si aujourd'hui on a compensé certaines anomalies, si on est arrivé peut-être un peu à rééquilibrer entre les peuples, non pas les richesses, mais une certaine complémentarité, il est évident que la planète en a souffert beaucoup et c'est sans nul doute en 2015 qu'il faudra convenir d'objectifs qui soient liés aux deux, à la fois à la poursuite mais aussi à la protection de l'environnement. Alors le prince a lancé un appel également lors de son discours pour un changement des mentalités afin de replacer l'humain au cœur des priorités. Oui, c'est certainement ce dont on ne s'était pas trop préoccupé. Je crois que l'initiative qu'il envisage de prendre au niveau des petits États insulaires est tout à fait exemplaire en ce domaine. Il y a un problème lié au réchauffement climatique qui engendre des difficultés environnementales, mais on oublie sans doute par trop que ce sont les populations de ces îles qui sont les premières à souffrir de ce changement climatique. Les populations sont déportées, se retrouvent dans des environnements qui n'étaient pas les leurs. Et là, il y a de réels problèmes humains qui se posent. Et je pense que le souhait du prince dans son élan en faveur de la reprise de l'humain est effectivement que cette considération soit au cœur des réflexions. Parlons à présent économie. À l'occasion de la visite officielle du président du Kazakhstan en Principauté, la CDE de Monaco a reçu une délégation d'entrepreneurs kazakhs. Fabien Bonilla. 25 entrepreneurs kazakhs ont fait le déplacement en Principauté à l'occasion du voyage officiel de leur président. Un forum économique a d'ailleurs été organisé ce jeudi à l'hôtel de Paris, un forum en présence du vice-premier ministre du Kazakhstan et du conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, M. Jean Castellini. À l'issue de la présentation économique des deux pays, Michel Dotta, le président de la CDE, et son homologue ont signé un accord de collaboration. Pour vous faire voir l'importance qu'ils donnent à leur présence, c'est que c'est le vice-premier ministre en charge du développement et de l'industrie des télécommunications et de l'information, qui a demandé à signer un accord
de coopération que nous avions déjà signées, mais qui développe de façon beaucoup plus importante, je dirais de façon permanente même, les relations commerciales entre Monaco et le Kazakhstan. Une mission en principauté qui fait suite à de nombreuses rencontres entre ces deux nations, notamment un ambassador's lunch organisé en février 2012, le voyage officiel du souverain au Kazakhstan en novembre de la même année, ainsi que plus récemment une mission économique organisée par la CDE à Astana et Almaty en juin dernier. Lors de ce voyage, de nombreux entretiens avaient été organisés pour les hommes d'affaires monégasques et depuis les choses semblent se concrétiser. Eh bien, nous avons réussi, lors du voyage au Kazakhstan, à concrétiser une représentation de nos produits dans une très belle boutique à Almaty. Et le voyage nous a permis justement de rencontrer notre client, de discuter, de mettre en place une politique commerciale et depuis ça avance. Là-bas, nous avons avec les autorités kazakhs et également avec les autorités de région, notamment celle du Kizilorda, nous avons une signature de mémorandum, en tout cas de préalable à des constructions de centrales photovoltaïques dans cette région du Kazakhstan. Alors les besoins sont effectivement conséquents. En ce qui concerne l'importance, le volume, ce sont des choses qui sont encore en train d'être discutées et là je ne peux pas vous donner plus d'informations. Des contrats et des négociations sont donc en cours. Après de nombreux entretiens tout au long de la journée, c'est au tour des deux chefs d'État de se rencontrer ce vendredi. La 4G débarque en principauté. Nous vous en avions largement parlé dans nos éditions précédentes sur Monaco Info. Et ce jeudi, le lancement officiel a eu lieu au Grimaldi Forum. Les explications de Frédéric Elion. C'est une date importante dans l'histoire des télécommunications. 12 ans après l'arrivée de la 3G, Monaco Télécom lançait la 4G ce jeudi, en présence de nombreuses personnalités de la principauté. Avec l'avènement de l'ère des smartphones et tablettes, les réseaux mobiles sont soumis à une explosion des usages de l'Internet mobile. La 4G permettra donc de mieux transporter ces données numériques. À partir du 1er octobre, tous les clients mobiles de Monaco Télécom pourront vivre l'Internet d'une nouvelle façon avec un débit largement supérieur pouvant atteindre 150 mégabits par seconde. Les téléchargements et visionnages de vidéos en streaming deviendront quasi instantanés. Sur son mobile, il faut retrouver la même expérience que sur son fixe. Ça veut dire qu'il faut qu'une page s'ouvre aussi vite que quand on est sur son fixe. Et ça concerne ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire la capacité d'un réseau à réagir vite, à contacter très vite le réseau distant. Et puis après, derrière, il faut que quand on télécharge un contenu, il soit là tout de suite. Télécharger une musique, ce sera quelques secondes sur la 4G. Mais comme c'est aujourd'hui, c'est 3 secondes sur un réseau fixe. Ce sera pareil en 4G. Même ça peut être en théorie un peu plus rapide. Télécharger un film, ce sera quelques minutes, même pas. Les infrastructures du réseau mobile de Monaco Télécom ont été totalement renouvelées afin de préparer l'arrivée de la 4G qui renforcera l'attractivité de la principauté. Lors des grands événements comme le Grand Prix de Formule 1 ou le Yacht Show actuellement, le réseau pourra répondre à une forte demande de connexion. Monaco Télécom a été toujours très, je dirais, attentif à ce que la clientèle soit satisfaite au moment où arrive d'à travers tout le monde des gens, je dirais, qui en général sont très très connectés. Et je crois que notamment lors du dernier Grand Prix, qui est l'événement le plus important en termes d'affluence et de répercussions médiatiques, je pense que tout le monde, y compris la CM, a constaté que Monaco Télécom avait fait un gros effort. Et je crois que pour la première fois, il n'y a eu aucun blocage. Pour accéder à la 4G, les clients de Monaco Télécom auront besoin d'un smartphone compatible 4G. 98% de la principauté sera accessible en 4G à l'extérieur et 40% à l'intérieur des édifices. Et si la 4G s'est implantée définitivement en principauté, le Monaco Yacht Show, quant à lui, a ouvert ses portes ce mercredi sur le port Hercule pour une durée de quelques jours. Alors ce salon de la grande plaisance internationale attire chaque année énormément de monde. Plus de 500 exposants sont sur les stands et Vanessa Dessy est partie à la rencontre d'un architecte naval. Voyez plutôt son reportage. Quelques coups de crayon sur papier donnent souvent naissance à un magnifique yacht aux lignes futuristes et design.
Ce talent, on le doit à l'architecte naval. Celui-ci est le créateur artistique et technique d'un bateau, ayant pour mission d'en concevoir la structure et d'organiser les agencements des espaces. C'est donc ce corps de métier qui est à la base de toutes ces plus belles réalisations présentes sur le Monaco Yacht Show. Nous sommes des architectes navals, c'est-à-dire qu'on dessine des bateaux. Notre activité principalement, ça a été pendant longtemps, depuis 25 ans, on fabrique des voiliers, beaucoup de voiliers de course, notamment ceux du Vendée Globe, etc. Aujourd'hui, les classes 40, les mini transat, les IRC. Et depuis récemment, depuis une dizaine d'années, on a beaucoup investi dans le bateau à moteur. On a beaucoup de développement, notamment sur le multicoque à moteur, parce qu'on pense que c'est un marché d'avenir. Et il y a eu beaucoup de recherches de fait sur les voiliers. C'était intéressant de les appliquer aussi sur les bateaux à moteur. Et donc là, notre présence à Monaco s'explique aussi à cause de ça, puisque c'est un marché ici qui est principalement axé sur le moteur. Les lignes des bateaux actuels ont beaucoup évolué ces dernières années. Les yachts ont des airs d'avions américains sortis tout droit d'un James Bond. Et c'est véritablement le design qui prend aujourd'hui une place primordiale dans un projet. Sur le plan du design, ça a énormément évolué aussi, parce que les matériaux ont beaucoup évolué, permettent des approches un petit peu différentes de la construction. Et donc aujourd'hui, effectivement, le design des moteurs yachts reflète cette évolution technologique qui on a pu voir d'ailleurs dans les voitures. Autrefois, une voiture, c'était une caisse toute carrée. Aujourd'hui, une voiture, c'est designé. Les bateaux, c'est pareil. Aujourd'hui, les bateaux sont dessinés en amont, à la fois sur le plan de la carène et à la fois sur l'extérieur, sur le plan esthétique. Marc Lombard travaille avec de nombreux chantiers navals et notamment avec la firme Privilège. Parmi tous les architectes navals, c'est surtout son côté artistique qui plaît beaucoup dans le milieu. Il a un sale caractère, mais on arrive au moins quand même il y a un échange, il y a vraiment un échange d'idées, de convictions. Donc l'avantage de Marc, c'est qu'il est capable de dire noir sur blanc quand il ne veut pas faire quelque chose ou qu'il impose certaines contraintes. Et nous, en tant que commerciaux, on essaye de dire oui Marc, mais le marché, il a besoin d'avoir ça. Donc il y a un compromis à trouver, on dose, c'est des bras de fer de temps en temps, mais ça finit toujours par une belle histoire. Le Monaco Yacht Show permettra à Marc Lombard de trouver de nombreux chantiers navals. Les objectifs de sa présence sur le salon sont nombreux. L'objectif, c'est déjà de lancer une nouvelle gamme moteur qui est très sophistiquée, positionnée sur une niche très haut de gamme. Et c'est de voir un petit peu la perception du marché et de la clientèle du visitorat local qui est quand même assez fan des jolies choses, des beaux objets, du haut de gamme et du luxe. Donc première prise de température sur un produit que nous allons lancer l'année prochaine. Le rendez-vous est fixé à l'année prochaine pour cet architecte naval. En attendant, la 23e édition du Monaco Yacht Show, c'est sur le port Hercule jusqu'au 28 septembre. Michel Roger s'est lui aussi rendu au Monaco Yacht Show ce mercredi en fin de journée pour partir à la rencontre des exposants. Alors comme vous pouvez le constater sur ces images, le ministre d'État a tenu à échanger quelques mots avec eux. Et puis on se rend à quelques pas de là au Yacht Club de Monaco où un tout nouveau système, le REP7, a été présenté ce jeudi. Une conférence de presse a ensuite été donnée aux Stars & Bars afin de dévoiler les avantages de cet outil destiné à limiter les risques de collision avec les grands cétacés en Méditerranée. Voyez ce reportage signé Vanessa Dessy. Éviter à jamais les collisions entre navires et grands cétacés, c'est ce que promet aujourd'hui le REP7. Ce système vient véritablement révolutionner tous les autres logiciels dédiés à la navigation. Le principe est simple et se base sur plusieurs éléments. Le système REP7 a pour objectif de limiter les collisions entre les navires et les grands cétacés, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est l'une des principales causes de mortalité des baleines en Méditerranée. C'était important de réaliser ce système parce qu'on a un gros problème avec les collisions, qui peut être un problème écologique évidemment, mais un problème aussi d'ordre sécuritaire pour les bateaux. On recense des blessés parmi les passagers de certains bateaux, voire même des décès suite à la violence du choc pour des bateaux rapides. Donc c'est un problème global et l'idée de REP7, c'est de faire en sorte que les navires puissent collaborer en s'informant les uns les autres des positions de baleines qu'ils ont vues sur leur route de navigation. Lorsqu'on sait où est la baleine, on a plus de chances d'éviter la collision, c'est vraiment l'objectif de REP7. Mais le système ne fait pas encore l'unanimité dans le milieu de la navigation.
Certaines voient ça de manière très positive. On a des partenaires qui sont inscrits d'ailleurs à nos côtés depuis de longues dates, de nouveaux qui viennent de nous rejoindre, donc c'est positif. Mais globalement, la très large majorité d'entre elles restent aujourd'hui insensibles au problème des collisions et à ce système-là, puisque malgré tous nos efforts de sensibilisation, de communication, de formation, on a finalement très peu de retours. On en est aujourd'hui à 11 bateaux équipés, alors que le système est né en 2010 et qu'il faudrait qu'on en soit au moins à 30 bateaux dans le sanctuaire Pélagos pour avoir un système efficace. Comment on l'explique? Je pense qu'il faudrait poser la question aux armateurs non impliqués. Parfois, il est évoqué le problème de coût. J'ai personnellement du mal à y croire parce que c'est un dispositif qui est mis à disposition sous forme d'abonnement autour de 250 € par mois et par navire, ce qui est très réduit pour une compagnie de navigation. La preuve, c'est que certaines peuvent s'équiper à ce prix-là. Je pense qu'il y a plus globalement un problème de sensibilité à la problématique. On reste aujourd'hui inconscient du fait que piétiner la biodiversité, c'est nous piétiner nous-mêmes et que nous et nos enfants, sans aucun doute, finiront par en pâtir. Donc on a encore un gros travail de sensibilisation à faire sur l'importance de la biodiversité. Malgré toutes ces réticences, le nombre de bateaux équipés est tout de même en augmentation. Le système commence à être adopté par de grands spécialistes des cétacés, des armateurs, mais aussi des grandes compagnies maritimes comme la SNCM. Ça fait déjà 5 ou 6 ans qu'on avait équipé un premier navire qui était le Montedor, le Montedor qui avait la particularité de naviguer entre Marseille et la Balagne et puis en traversée de jour entre la Balagne et Nice. Et c'est surtout en traversée de jour que les observations forcément sont les plus pertinentes. Et maintenant que la SNCM vient de signer pour 10 ans une délégation de service public entre le continent et la Corse, il était nécessaire d'équiper l'intégralité de sa flotte, c'est-à-dire 4 cargos mixtes à destination de la Corse. C'est très important de participer à la sauvegarde et au repérage donc des cétacés. Les lignes sont nombreuses, vous le savez, entre Marseille, Toulon et Nice, et les probabilités de collision, certes, non négligeables. Donc en termes de prévention, il est important que toutes les flottes, tous les armateurs qui naviguent donc entre le continent et la Corse s'équipent de façon à faire profiter les autres navires de ce qu'ils vont observer. Le REP7 est en cours d'évolution, il pourrait à moyen terme être efficace de nuit. Et en plus des positions des baleines transmises par les navires, les commandants auront accès à un modèle prévisionnel. Les navigants auront en fond de carte une sorte de météo des baleines. Et puis on quitte le quai Antoine Ier pour se rendre à la salle Garnier où l'association monégasque pour la recherche sur la maladie d'Alzheimer, l'AMPA, a donné sa soirée de gala. Un ballet par Abdi perdu de Kylian Pedron a été donné pour l'occasion. Les fonds récoltés lors de cette soirée seront reversés à l'association monégasque qui mène tout au long de l'année des actions destinées à financer la recherche et la prise en charge des patients souffrant de la maladie d'Alzheimer. Le Théâtre des Muses a ouvert sa saison ce mercredi avec une pièce destinée aux enfants. Augustin, pirate des Indes, plonge les spectateurs dans le monde imaginaire des corsaires, une représentation qui a fait un tabac auprès du jeune public. Voyez plutôt ce reportage signé Jean-Sébastien Dussert. Le Théâtre des Muses réouvre ses portes pour sa deuxième année après une édition précédente plutôt réussie. La première programmation avait lieu mercredi dernier. Augustin, pirate des Indes, était à l'affiche. L'histoire raconte celle d'un jeune pirate qui devient à l'âge de 6 ans capitaine d'un bateau. Pendant plus d'1 heure, le spectateur plonge alors dans un voyage interactif. On fait tous partie du même bateau et donc tout le public forme l'équipage d'Augustin et vit les aventures avec lui. Donc il y a beaucoup d'interactions et l'idée c'est que voilà, le public et les enfants vivent un moment un peu fou. Par moments drôles et parfois touchantes, l'expédition est peuplée de surprenantes rencontres. Palais du Maharaja, pirates hollandais ou troupeaux d'éléphants rythment une traversée pleine de bonne humeur mais aussi olfactive. On a trouvé cette solution de prendre des drapeaux et de mettre des huiles essentielles de muscade, de girofle, et de cannelle, et du coup de passer les drapeaux à travers le public et que les odeurs passent. Entraîné dans une chasse au trésor épique, le public joue le jeu de l'équipage, danse des pirates ou encore traversée de l'océan à dos de baleine. Tout le monde participe. Au final, grands et petits ressortent avec le sourire aux lèvres et des souvenirs plein la tête. Très bien. Qu'est-ce qui t'a plu dans le spectacle ? En fait, c'est que j'ai aimé quand le pirate, il disait le tigre et que nous, on faisait
le bruit des bisous. Et en fait, c'est que ça m'intéressait parce que je suis habillée en panthère. C'était super chouette pour les enfants, il y a tout le monde qui participait, il y avait de la musique, des bonnes odeurs à respirer et puis non, de la bonne ambiance. Il y a tellement d'enfants qui ont l'habitude d'aller au cinéma ou de regarder des films à la télé sur un petit écran comme ça, ou même si c'est un grand écran comme ça reviendra jamais à la magie qu'il peut y avoir au théâtre. Si vous souhaitez aussi embarquer à bord du bateau pirate, vous pourrez retrouver cette pièce samedi prochain. Au total, plus d'une vingtaine de spectacles seront programmés cette année. Avec cette saison, une nouveauté, des stages de théâtre seront proposés aux enfants pendant les vacances scolaires. Sur le trône, un magnifique coussin douillet. C'est un coussin en chamallow. Goûtez ça, plus oh, merveilleux. Et si le ciel est plutôt au beau fixe pour les rouges et blancs, qu'en sera-t-il de la météo ? Vendredi, les nuages resteront accrochés au Montagel, rendant le ciel voilé tout au long de la journée. Les températures resteront agréables malgré le temps plutôt gris. Samedi, les nuages seront de plus en plus encombrants, mais le soleil tentera malgré tout quelques percées. Un risque de pluie est à prévoir cependant en fin de journée. Dimanche, poursuite du mauvais temps. Lundi, le soleil tentera de reprendre sa place dans le ciel azuréen. Cette édition est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite votre magazine Rencontre avec le champion du monde de moins 81 kg qui a fait ses premiers pas sur les tatamis monégasques. Je parle bien sûr de Loïc Pietri. Au revoir.